Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Espace Républicain. Ne soyez pas étonnés, nous sommes là, nous sommes revenus. Les temps et les circonstances nous imposent des attitudes de responsabilité. Et aujourd'hui, notre pays se prépare à aller aux élections. Comme il y a plus de 5 ans, nous étions encore mobilisés en tant qu'éditorialistes de préparer notre opinion à traverser les moments d'élection. Ainsi était né Espace Républicain, qui est en fait un carrefour des intelligences éditorialistes, des journalistes, des chroniqueurs qui avaient décidé déjà, nous sommes là avant 2016, de construire un espace dans lequel allaient se traiter les questions de la République. La République confrontée à son développement, confrontée aux aléas de sa croissance. Nous nous félicitons parce que notre travail, aussi modeste soit-il, a permis à la classe politique, à l'opinion publique de comprendre les enjeux et de sauvegarder la plus belle chose que nous avons, notre État, notre République. Aujourd'hui, nous venons vers vous parce que les élections sont dans quelques semaines, mais aussi parce que l'espace républicain, en tant que structure intelligence, nous venons de perdre un de nos meilleurs. C'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué substantiellement à la mise en place de cet espace, mais surtout aussi, en tant que journaliste, sa plume n'a laissé personne indifférent. Cette émission donc lui est dédiée en souvenir de tout son apport. Nous avons cité José Nawej, éditeur du journal Forum des As, qui nous a quittés, et nous sommes encore dans l'émotion de cette disparition qui est difficile, surtout pour nous qui avons fait de son intelligence une compagne de vie. Nous allons essayer de faire un effort pour pouvoir restituer à l'ensemble de notre population, faire un effort quand même pour que le travail et le combat de José ne disparaissent. Pour parler de cette question essentielle des élections, mais surtout pour évoquer le souvenir de José, j'ai donc eu le plaisir de recevoir 2 républicains, 2 journalistes. On aurait pu être nombreux, mais vous voyez, les circonstances sont telles que ce n'est pas facile. Je voudrais donc ici, encore avec plaisir, accueillir Marcel Ngoï, éditeur de La Prospérité. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Willy Kalinga. Merci d'être là aussi, merci beaucoup. Marcel, La Prospérité, ça fait déjà 20 ans. Ça fait 23 ans. 23 ans que vous travaillez à un quotidien qui est devenu aujourd'hui aussi un élément structurant la pensée au quotidien des Congolais. Ça n'a pas été facile, tu le sais, Willy. Quand j'ai commencé, je suis venu te voir. Oui, je me rappelle. Nombreux n'avaient pas cru en cette œuvre gigantesque d'esprit, une œuvre de l'esprit. Mais bon, il leur a fallu beaucoup de courage pour affronter, tailler le chemin dans les rocs pour atteindre le niveau qui est le nôtre aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là. Et à ma gauche, Jérôme Sekana, avec lequel les atomes crochus nous lient depuis de longues années. Jérôme Sekana, directeur général de AGM, éditeur de La Bonne Gouvernance et d'autres médias. Nous apprenons que Jérôme va aussi aller dans l'audiovisuel parce qu'une radio est en voie de s'ouvrir. Jérôme, bonsoir. Bonsoir, Willy Kalinga. Tous nous avons côtoyé José Nawej. Tous nous sommes dans l'émotion, dans la douleur, mais tous nous sommes debout parce que José, c'était un combattant. Un homme qui se battait avec son intelligence, avec sa plume, mais un homme qui se battait pour des valeurs, qui se battait pour les autres, qui se battait surtout à la place des autres. Voilà l'homme que nous allons honorer aujourd'hui. Et nous allons l'honorer en nous positionnant par rapport à l'actualité qui est celle des élections apaisées. Mais avant qu'on arrive au thème des élections, j'aimerais avec vous évoquer comme José, nous allons commencer par vous. Déjà au niveau de funérailles, vous avez témoigné. Aujourd'hui, nous n'allons pas témoigner, nous allons parler. Nous allons expliquer son combat, nous allons expliquer les valeurs que nous voulons que le monde retienne et à jamais. Oui, je considère José comme un artiste dont la main tremble. Elle tremble non pas parce que l'œuvre est achevée, mais plutôt c'est une œuvre qui est trop avancée dans le sens de la réalisation de notre espérance fondamentale.
Nous pensons que José, c'est comme un orfèvre qui a laissé des pépites d'or. Ce qu'on considère aujourd'hui des éditos de Nawej, moi je considère que ces éditos ont des vertus théologales et qu'un tel homme, on ne le remplace pas, on ne l'achète pas sur le marché. Je crois que les talents qu'il a pu démontrer, aussi bien dans l'opinion publique congolaise qu'à travers le monde, parce qu'il a beaucoup voyagé, je crois que ce talent, il faut trouver des continuateurs. Donc j'inscris cette mission, ces hommages dans le cadre de la continuité de ce travail qu'a abattu José autant d'années durant. Je l'ai connu depuis les années 90, lorsqu'il fréquentait certaines personnalités politiques, dont Maître Yoko, qui est un père adoptif pour moi. Et je l'ai connu beaucoup plus aussi dans l'exercice de la profession, aussi bien dans la lutte politique. Parce qu'en fait, José et moi, on s'est croisés à la bibliothèque de Kinkela, feu Kinkela Vikansi, le leader du Front patriotique pour le renouveau et pour le progrès, parti dans lequel j'ai eu à assumer des fonctions jusqu'à la direction politique nationale, en assumant les fonctions de secrétaire exécutif chargé de l'information et presse, et donc porte-parole du parti à l'époque, avant que je ne vienne, bien sûr, dans le domaine des médias. Donc, je considère José à la fois comme un frère, comme un camarade, comme un confrère et un frère. Et donc, José, ce sont des traces indélébiles qu'il a laissées. Il faudra lui rendre hommage. Mais à cette occasion, je me dis, c'est vrai que l'émotion est grande, mais il faut que je demande ici, que j'implore la grâce de l'Éternel, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, puisse surplomber surtout les cœurs des membres de sa famille, en commençant par sa femme, ses enfants et tous ses coéquipiers des Forums des As. Parce que le défi est grand pour nous tous, à la fois pour Forum, sa maison de tous les jours, et toute la corporation à laquelle il a porté le meilleur de lui-même. Merci, merci beaucoup Marcel Ngoï. C'est plus qu'un témoignage, c'est en fait une construction, c'est un socle sur lequel nous allons édifier notre mémoire à l'égard de José Nawej. Je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui, peut-être un jour je pourrais le faire, mais je laisse la place à Jérôme Sekana de dire un peu qu'est-ce que nous léguons au travers de notre compréhension du combat de José. William, le choc est encore violent, mais on n'en peut rien parce que c'est la loi de la nature, c'est notre destin à nous tous. Je ne sais pas comment définir José Nawej. En ce moment précis, s'il était en vie, il serait à ma droite ou à ma gauche. Si vous regardez toutes les émissions que nous avons animées sous votre leadership éclairé, il faut les reconnaître, il était toujours à mes côtés. Je suis parmi ses amis les plus fidèles, les plus directs. C'était un grand couche-tard comme moi. Donc, au-delà des 0 heures, 1 heure, 2 heures du matin, on échangeait. Et c'est quelqu'un qui pouvait m'appeler n'importe quand, avant de finaliser son édito, si celui-ci avait les caractères économiques, pour vérifier tel chiffre, telle donnée. Et c'était vraiment professionnel. Lui, il m'avait passé même les numéros de sa femme. En me disant, monsieur Jérôme, cher ami, il m'appelait toujours républicain, si tu n'arrives pas à m'atteindre le matin, parce qu'en ce moment-là, je dors, prends les numéros de notre épouse. Appelle-la. Et elle va me réveiller. Et j'ai déjà eu à exercer plusieurs fois cette tâche-là. Vous vous souvenez, on était à la présidence, on nous avait appelés, et lui, il avait terminé très tard son édito, il était en train de dormir. Mais comme je ne pouvais pas accepter qu'il soit absent, j'ai dû appeler sa femme. J'ai dit, madame, les 2 numéros de mon ami sont fermés, c'est qu'il dort. Va le réveiller. Dites-lui que Jérôme te réveille. Jérôme t'appelle. L'espace républicain t'appelle. Et la femme est allée, lui a donné le... Ah, Jérôme, qu'est-ce qui ne va pas encore? Il dit, monsieur, habille-toi vite, on t'attend. Au Palais de la Nation. Vous étiez là et il est venu. Vous comprenez quel niveau on est arrivé? C'était une bibliothèque de la stratégie communicationnelle, une bibliothèque qui nous rappelait de temps en temps les auteurs, les adages. C'était quelqu'un qui pouvait vous expliquer comment s'était déroulé un coup d'État, même en dehors du pays, de notre continent. Donc c'était un monsieur qui lisait beaucoup. Donc c'est un grand vide que nous ne saurons pas combler d'ici tôt, mais nous devons assumer. Il faut qu'au niveau des forums des As, qui est la relève. Je sais très bien qu'il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui communiquait sa profession à d'autres, qui est aussi d'autres José Nawej qui puissent émerger. Et nous, l'espace républicain, nous allons continuer à honorer sa mémoire. Et la plus belle manière d'honorer sa mémoire,
c'est de l'évoquer dans des émissions comme celle-ci, comme vous venez de le faire. Nous allons nous unir ensemble pour visiter sa femme. Quand je suis allé saluer sa femme après avoir déposé ma gerbe de fleurs, elle a fondu en larmes. Et sa fille m'a appelé « Papa, papa !» Ça m'a fait encore beaucoup, très mal. C'est pourquoi, en votre nom, je suis allé jusque devant la tombe pour témoigner combien il nous a quittés, combien il va nous manquer. En tout cas, José Naoué restera à jamais gravé dans la mémoire. José Naoué, c'est aujourd'hui une pensée puissante, une pensée qui aura survécu, en tout cas à la chute du corps. Le corps est parti, certes, mais la pensée reste. Aujourd'hui, nous évoquons Jésus-Christ, nous évoquons Socrate, nous évoquons des grands penseurs. Ils ne sont pas dans leur corps, mais ils survivent dans la pensée. Et la pensée est une force, la pensée continue à agir. Est immortelle. Elle est immortelle. Alors, c'est vrai que je ne peux pas témoigner, José et moi, on se connaît même avant que je n'entre à l'université, on se connaît depuis 88, 87, mais je ne veux pas évoquer ça aujourd'hui. Les jours où je ne serai pas modérateur, je serai à la place de Jérôme, je pourrai parler de ces questions. Mais nous allons essayer de suivre José. On a pris comme ça au hasard. José, quelle que soit l'émission, quel que soit le moment, quels que soient les thèmes, José, c'était quelqu'un de pertinent. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous avons mis un petit extrait de ce qu'il a dit dans une des émissions passées. On en a fait une centaine. Mais là, c'est juste pour évoquer cette intelligence, cet homme. Suivons. Vous avez raison quand vous dites il y a de quoi vous inquiéter, pas seulement vous, mais nous tous. Il y a de quoi nous inquiéter. Pourquoi? Parce que un pays, c'est d'abord un ensemble de valeurs communes. C'est pourquoi c'est un pays. C'est pourquoi, plus exactement, c'est une république. Et c'est une république plutôt. C'est une république parce qu'on a en commun quelque chose depuis Platon jusqu'aux penseurs contemporains. La république s'est toujours définie comme un espace commun à un groupe d'individus. Et cet espace commun obéit aux mêmes valeurs. C'est ça, la République, hier comme aujourd'hui. Mais à partir du moment où les valeurs qui sous-tendent la République, une République, commencent à voler en éclats, pour ainsi dire, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Voilà. Nous allons certainement retrouver José dans d'autres extraits. Mais je pense que Jérôme, vous avez quelque chose à dire. Je voudrais dire une chose très importante. Chers téléspectateurs, s'il y a des professionnels dans ces pays, on peut compter José et les membres de l'espace républicain. Pourquoi j'ai dit ça? Toutes les émissions que vous voyez là, il y a une centaine que nous avons produites ensemble, on ne préparait pas. Chaque jour, il prépare, il sait, quand il y a des événements, il se prépare. Et quand nous commençons l'émission, il n'y avait pas de briefing, ni de débriefing. Et les gens qui nous suivaient étaient tellement étonnés de voir cette cohésion de communication. Il suffisait que José débarque, que William débarque, Jérôme et vous tous, et notre ami Marcel, vous nous prenez, même de la rue, vous nous amenez en studio, et vous donnez les thèmes et on commence à parler. Donc ça, c'est une force. Je voudrais que l'espace républicain, William, vous avez la responsabilité, puisse vivre encore le plus longtemps possible. Nous allons faire de notre mieux, et d'ailleurs nous allons le faire maintenant, parce que maintenant c'est quoi? Maintenant ce sont les élections qui vont être organisées le 20 décembre. Voilà que pendant qu'on prépare cette émission, nous ne savions pas, nous nous sommes posé la question comment garantir des élections apaisées. Quels sont les moyens par lesquels il faudra que la compétition de décembre ne soit pas un moment de déflagration, mais que ce soit une fête de la démocratie. Cette question, nous la posons et nous la posons à notre classe politique, à la CENI, au gouvernement, à la population. Et voilà qu'aujourd'hui, la dernière actualité, c'est que la CENI, aujourd'hui, a réuni l'ensemble des candidats. Ils sont tous retrouvés aujourd'hui autour du président Denis Kadima. Et les discours de Denis Kadima, tous les journaux télévisés vont certainement les décrypter.
Mais ce qui nous a quand même paru intéressant, c'est que tous les candidats étaient là et une poignée de main nous a été montrée, parce que cette poignée de main entre Martin Fayoulou, président de l'ECD et candidat à la présidentielle, qui s'approchait progressivement vers une table où était assis un autre candidat, le président en exercice aujourd'hui, voilà, ils se sont salués. Ce genre de symbolique est essentiel quand on veut construire une république. La différence entre les hommes est naturelle. L'adversité en politique fait partie du combat démocratique, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et cet acte posé par les deux, ils ne peuvent peut-être pas se rendre compte, c'est un acte qui est en train, d'une certaine manière, de désamorcer des bombes de la haine et des bombes de l'intolérance. Je voudrais donc qu'on commence par là, pour que cette émission ait son sens d'hommage et de prospective. Marcel. Oui, merci. Le 17 mai, José Nawej, parce qu'on venait de parler de lui, et moi, avons été invités à la CENI parce qu'il s'agissait de la problématique de l'audit du fichier électoral. Et l'audit du fichier électoral fait partie justement des matières à discussion qui font qu'aujourd'hui, pouvoir et opposition, et surtout ceux qui rivalisent d'ardeur pour succéder à celui qui est en place, évoquent comme des points d'achoppement en termes de conditions, de garanties tant recherchées pour que les élections soient apaisées et qu'on ait une passation civilisée, une passation démocratique, comme ça a été le cas le 24 janvier 2019 entre Joseph Kabila et le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces jours-là, José avait été désigné, parce qu'on a parlé de lui, avait été désigné pour parler aux auditeurs qui sont venus pour auditer le fichier actuel. Comme par hasard, la dame qui coordonne la communication de la CENI est venue le désigner pour lui dire, voilà, toi, tu vas t'exprimer au nom de tous les amis, tous les confrères, tu vas t'exprimer pour t'adresser aux auditeurs. Et lorsqu'on est entré dans la salle, c'est un petit témoignage que j'ai rends avant d'entrer bien sûr sur le vif du sujet, lorsque nous sommes entrés dans la salle, et la dame qui coordonnait l'équipe des auditeurs, là, l'équipe d'auditeurs, a demandé que chaque personne s'exprime. Et José s'est trouvé à la fin de la chaîne. Curieusement, après que tout le monde ait parlé, on s'attendait à ce que José prenne la parole et qu'il puisse maintenant voir dans quelle mesure ajouter à tout ce que nous avons déjà dit. Par modestie, José a dit qu'après toutes les interventions des confrères, que lui n'avait plus rien à dire et qu'il estimait que tout ce que les amis ont dit était valable. Alors donc, je voudrais donc, une fois de plus, rendre hommage à Nawej, un homme modeste. Il reconnaît que ce que les amis ont dit cadrait bien avec ce qu'il pouvait bien dire et il s'est retiré en disant il préfère donner sa langue au chat. C'est une parenthèse que je réfère. Venons-en aux conditions de la tenue des élections apaisées. D'abord, la participation. L'opposition que nous avons dans notre pays, où tous ceux qui ont de tendances opposées au régime actuel, ont misé dès le départ sur la tentative de boycott des élections. Donc c'était attention le fichier, attention telle conditionnalité en termes de l'enrôlement, telle conditionnalité en termes de géospatialisation de la cartographie électorale, telle condition qui concerne les cartes qui ont été délivrées. Au fil des jours, face à la volonté ferme de Denis Kadima et de son staff dirigeant au niveau de la CENI, donc les amis ou les opposants ont finalement compris que la possibilité de gérer ou de miser sur un éventuel glissement était en train de s'étioler. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes devant l'évidence que ce samedi 18 novembre, la campagne électorale va être lancée et que les élections auront lieu. Mais alors, comment avoir des élections apaisées si dès le départ, on avait en soi-même les germes de la conflictualité en préparant la contestation? C'est là justement le problème. Moi, je pense que les vraies garanties aujourd'hui, c'est le déploiement des témoins dans tous les bureaux. Il faudra que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont exiger qu'il y ait transparence, qu'ils puissent aussi déployer l'équipe de tous ce qu'ils peuvent avoir comme témoins dans les bureaux, faire assurer le suivi du début de la fin, du jour des scrutins jusqu'à la compilation des résultats. C'est tout un processus auquel il faudra s'intéresser. Et la CENI, depuis ce matin, Denis Kadima a garanti cette transparence et puis a ouvert le processus de ce qu'on appelle enrôlement ou accréditation des témoins.
Donc tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est faire les mesures d'accompagnement qui vont dans le sens aujourd'hui de déployer les témoins dans tous les bureaux, les moments venus. Jérôme Seka, la même question. Oui, vous savez, c'est la symbolique, hein, l'image que nous venons de voir. C'est une très très bonne chose pour le pays. N'oublions pas que Fathi et Mafa sont des vrais amis. Et ils ont évolué ensemble pendant très longtemps. Ils priaient même dans une même église. Et les combats politiques, ils ont toujours été côte à côte. Quand bien même il y a des divergences, quand bien même il y a eu tout ce qu'il y a eu, ce sont des adversaires politiques et non pas des ennemis. Et là, nous devons tous comprendre que ce que nous avons de très précieux dans ce pays, c'est la patrie. Et lorsque la patrie nous appelle, nous n'avons pas à regarder nos divergences. Il faut voir comment sauvegarder. L'enjeu est détail. Avec toutes les multinationales qui nous regardent et qui continuent à financer les groupes rebelles à l'Est, tout ce que ces multinationales attendent et d'autres occidentaux qui font le jeu, c'est de voir qu'il y ait un chaos ici, qu'il y ait un désordre. Donc la poignée de main entre Fathi et Mafa dérange ces gens-là. Et je félicite la CENI, le protocole de la CENI d'avoir organisé, parce qu'il y avait déjà des chevaliers qui étaient placés pour permettre à ce que chacun vienne s'asseoir. Voilà. Donc il y a une petite cartographie psychologique qui était dessinée avant de faire venir les autres. Alors, je pense que nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il faut construire la confiance. Et c'est ce que la CENI est en train de faire. Mais autour de la construction de cette confiance, il faut se donner les moyens. Les moyens, ici, la grande difficulté que nous avons, c'est le déploiement des équipements. Bien sûr que le président de la CENI est rentré, on l'a vu, il est allé voir comment on imprimait les bulletins de vote et consorts. Le déploiement ne peut que se faire que par avion pour le moment, pour que nous puissions atteindre le deadline. Ce n'est pas par véhicule. Donc, et quand ce qui dit avion dit de gros moyens, c'est-à-dire le gouvernement doit mettre la main à la poche pour permettre à la CENI de pouvoir déployer les matériels. Deuxième élément, la MONUSCO, au lieu de prétendre protéger Saké et Goma comme ils le font en dernière minute alors que la population ne veut plus de la MONUSCO, voilà. La MONUSCO nous a toujours aidés en 2006. En 2018, nous avions applaudi dès demain. La logistique de la CENI était vraiment assurée à 80% par la MONUSCO. Les avions sont là. C'est le moment que ces avions soient mis à contribution pour le déploiement des kits. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas ceci, cela. Bon, tout est possible, on ne peut pas nier, mais le problème ici, c'est le discours du chef de l'État qui va nous permettre de comprendre les enjeux. Mais du côté de la CENI, on voit le sérieux du travail avec Kadima. C'est vraiment un professionnel. Et il respecte le calendrier que lui-même a déjà publié. Du côté du gouvernement, on voit le sérieux. Il y a eu même des mesures qui ont été prises pour essayer de comprimer les dépenses, de mettre de côté des dépenses qui ne sont pas des dépenses de souveraineté. Et les élections ont été, les dépenses des élections ont été érigées au poste numéro 1 des dépenses de souveraineté. Ce qui fait que le gros des recettes que nous mobilisons aujourd'hui sont données prioritairement à la CENI. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que chacun mette un peu d'eau dans son vin, comme on l'a toujours dit, que les hommes politiques qui sont là-bas, nous savons qu'il y a beaucoup de faire-valoir, on ne peut pas se cacher. Il y a des gens qui ont postulé tout en sachant très bien qu'ils ne vont pas réussir. Mais c'est ça la démocratie aussi. Il faut que nous puissions les encourager. Peut-être qu'il y a en France, il y a ceux qui ont postulé 7 fois, 8 fois. Mitterrand, vous connaissez, avant de réussir. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Donc, chacun peut tenter sa chance, c'est ça la démocratie, mais ne brûlons pas le pays. Ne prêtons pas le flanc ou l'oreille à ceux-là qui développent, qui distillent, surtout dans les réseaux sociaux, dans les médias, qui utilisent des médias puissants pour nous distraire, pour nous faire croire que nous ne pouvons pas nous organiser, nous ne sommes pas matures. Le peuple congolais est mature aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir les difficultés qu'éprouvent les députés, les candidats
non seulement il y a un grand nombre de candidats qui postulent à des postes différents, députation nationale, députation provinciale, et ainsi de suite, même au niveau de la municipale, mais le peuple est devenu trop exigeant. Le peuple sait très bien que le bulletin de vote qu'il détient en main, c'est ça la sanction, positive ou négative. Donc on ne peut plus venir tromper le peuple avec un t-shirt, avec un chapeau, avec un pourboire de 10 000 francs pour dire que non, il va prendre, parce qu'il a faim peut-être, il va manger. Mais quand il arrivera le moment de glisser le bulletin dans l'urne, eh bien chacun va se poser 3 petites questions. Est-ce que je dois vraiment voter celui-là? Est-ce qu'avec ce monsieur, la paix va revenir ou j'aurai mon pain plus tard? Voilà ce que nous devons dire pour le moment. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Je pose une question à Marcel. Marcel Ngoï, le président de la CENI, en réunissant les différents candidats, nous avons, vous et moi, lu un peu le discours qu'il a tenu à tous les candidats. Pensez-vous que le discours peut avoir la capacité de regagner la confiance de tous? Pensez-vous qu'il a rassuré les différents candidats? Ou bien nous devons encore nous attendre à des contestations? Est-ce que tout le monde est convaincu que la machine est en route et que c'est ça? Est-ce que Kadima a bien parlé? Ouais, non, ce pays ici, la République démocratique du Congo, n'est ni à vendre ni à prostituer. Et la République démocratique du Congo n'est pas un pays en construction. C'est un pays constitué depuis 60. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la consolidation du cycle électoral pour qu'à des intervalles de temps réguliers, dans le respect des délais constitutionnels, qu'il y ait alternance démocratique à la tête du pays. Et je crois que, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, il faut la mobilisation des moyens. Il faut mettre les intelligences, faire en sorte que toutes les techniques soient mises au point pour que les élections se tiennent, mais dans les meilleures conditions. C'est vrai que les élections parfaites n'existent pas. Il faut les rechercher. Chaque cycle doit faire en sorte qu'il puisse améliorer le processus. Donc nous n'allons pas chercher la perfection. Ce qui est important un jour, qu'on ait les élections et dans les délais, comme Kadima l'a dit. Ce matin, j'ai cru comprendre que les candidats qui sont venus, pour la plupart, ne seraient plus prêts à aller aux élections. Mais le discours de Kadima, de ce matin, Kadima a dit que les élections vont avoir lieu le 20 et qu'il s'agit des élections jumelées, de la présidentielle qui est jumelée aux législatives nationales et provinciales. Et à cela, il faut y ajouter l'élection de conseillers communaux. Et que le nombre, aussi important qu'il puisse être des candidats, n'ébranle pas le dispositif qui a été arrêté par la CENI. Et le président Denis Kadima commençait par rappeler toutes les péripéties auxquelles la CENI a eu à faire face. Il reconnaît certes des difficultés sur le plan logistique, comment déployer, comment ceci, mais les contacts en cours lui permettent de dire, lui ont permis de dire à tous les candidats que la CENI sera prête à organiser les élections. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que lorsqu'il a présenté un tel tableau, avec des chiffres précis, environ 44 millions d'électeurs enrôlés, et avec autant d'hommes, avec un nombre supérieur de femmes. Oui, des statistiques qu'il a présentées aujourd'hui, je crois que la confiance se construit. Et la confiance ne relève pas du spontané. Il faut absolument que de la succession des actes posés par la CENI puisse naître progressivement, n'est-ce pas, que cette succession puisse dissiper tout malentendu, lever tout équivoque. C'est un processus, c'est un travail que la CENI doit faire. J'aimerais associer ce travail de la CENI à celui que fait le CESAC. Le CESAC va ouvrir le débat public avec l'enregistrement des messages des différents candidats. Et le processus commence le 15. Il faudra aussi voir du côté de ce qui se passe au niveau des provinces, les dispositifs qui sont en train d'être pris, toujours en associant la CENI elle-même, parce que les élections, ce n'est pas seulement Kinshasa. Kinshasa, c'est la mégalopole. Mais il y a l'intérieur du pays, il y a des coins et recoins. Tout ça sont des dispositions qui demandent que la CENI, en tant que structure, en tant que centrale électorale, puisse rassurer du moins sur les conditions de déploiement du matériel et puisse aussi prendre toutes les autres dispositions pour communiquer. Parce que le problème, c'est comment transmettre, comment mettre à la disposition de ceux qui doutent les listes électorales. Comment mettre à la disposition de ceux qui doutent, comment afficher les résultats de bureau de vote par bureau de vote, comme exiger. Parce qu'en fait, ces exigences-là
corrobore un peu les doutes que nourrissent la SENCO et l'ECC à travers différentes communications et ces deux structures de l'Église essaient d'alimenter aussi un doute. Mais il faut arriver à dissiper ces doutes en publiant, en allant à la rencontre de ces exigences-là. C'est-à-dire publier les listes comme exigé bureau de vote par bureau de vote et le moment venu faire tenir aux gens les résultats qui soient fiables. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est la transparence. C'est la fiabilité. C'est aussi la contestation, elle est naturelle. Parce que quelqu'un qui a échoué, depuis qu'on a parlé de 21 000, d'une rondelette somme de 21 000 qu'on donnerait aux députés à la fin du mois, alors donc la politique et surtout les élections deviennent un lieu de rente viagère. Il faut qu'on aille aux élections, qu'on soit candidat pour mériter aussi d'avoir une place au soleil, pour avoir aussi accès à ces 21 000, à ces pactoles. Donc moi je pense que le fait d'avoir brandi les 21 000 a fait que n'importe qui puisse postuler, même s'il n'en a pas de possibilité d'assurer la campagne pour atteindre le résultat. Moi je crois qu'il faut mettre un dispositif qui fait que nous puissions avoir une symétrie entre les objectifs visés des élections apaisées et les garanties qu'il faut présenter pour que ces élections, les résultats soient acceptables. Vous gardez encore la parole. Est-ce que la question de l'Est, elle participe à freiner les processus, ou bien nous allons faire comme certaines années, on fera des élections, même sans certaines parties du pays? La question a été posée au président de la CENI. Plus d'une fois, nous avons eu à discuter à l'hôtel Béatrice, et même à la CENI, dans certains cas avec le président de la CENI lui-même. Le président de la CENI a dit qu'il y a 16 sièges qui sont pratiquement, qui prennent en compte les territoires de Rutshuru, de Massissi et de Kwamut, dont l'enrôlement n'a pas eu lieu. Alors, donc, nous disons que sans minimiser la question sécuritaire, d'après le président de la CENI, l'impact pour l'organisation des élections, ça ne peut pas empêcher qu'on puisse tenir... Parce qu'il y aura quand même 400 à peu près. Alors, dans le cas présent, la CENI prévoit toutes les possibilités. Et tout récemment, lors d'un conseil des ministres, le président de la République, lorsqu'il a donné le résultat de l'état des sièges après évaluation, a demandé au gouvernement, instruit le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de pouvoir procéder à l'évaluation exhaustive de ce qu'il y a comme conditions sécuritaires des territoires qui étaient autrefois sous contrôle de groupes armés, à l'instar de Kwamut, Massissi et Rutshuru, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire si il ne faut pas disponibiliser les moyens pour aller faire l'enrôlement, pour rattraper cette équipe. Alors, l'évaluation est en cours. Nous ne connaissons pas encore les résultats de cette évaluation, mais il y a lieu de dire qu'en dehors de ce territoire, les dispositifs qui ont été pris peuvent permettre de tenir les élections sans les Massissi, sans... Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup. Jérôme Sekana, parmi les raisons des doutes, ceux qui ont formulé un peu des doutes et qui estimaient qu'il faut peut-être du temps, il faut reporter la date des élections, on évoque la question des moyens. On dit que, mais certes, les élections sont dans les dépenses de souveraineté, comme vous l'avez dit, mais le pays est en cessation de paiement. Nous n'avons pas de moyens, qu'il faut savoir rendre à la vérité sa réalité, et que le ministère des Finances est pratiquement aujourd'hui dans une situation très très difficile. Beaucoup de paiements ont été freinés, certes, mais il y a un ralentissement aussi de l'activité économique, et que si nous jouons sur la vérité et la transparence, nous manquerons des moyens pour finaliser. Est-ce que la question des moyens n'est peut-être pas une question à examiner? Je vais répondre directement à votre question, mais vous me laisserez le temps de répondre également à la question que vous avez posée à mon estimé confrère. Je peux vous garantir que les moyens ne manqueront pas. Ne manqueront pas ou les moyens existent? Les moyens existent. Nous sommes quand même à quelques jours du début de la campagne. Je vous dis, les moyens existent. Okay. Et qu'au jour d'aujourd'hui, mais vous savez, c'est une dépense de souveraineté. Nous venons de recevoir beaucoup d'appui budgétaire. Il n'y a pas de mal à prendre un peu d'argent dans ce qu'on appelle au niveau de la Banque centrale, les réserves d'échange, où nous avons pris des 6 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Donc, nous devons réfléchir en grand, parce que les enjeux sont des tailles. Les gens nous attendent au tournant, notamment tous ceux qui n'aiment pas ce pays, que nous allons échouer. Non. Je pense qu'au niveau des recettes, les 3 régies ont créé les plafonds des assignations.
Je vous dis, il y a encore une autre solution. Même sur les réserves d'échange, on peut prendre. Et on peut dépenser. Parce que c'est ça qui va sécuriser la paix. Sans la paix, on ne peut pas avoir le pays. Parce que vous parlez de problèmes sécuritaires. Je pense que la réponse de Kadima était une belle réponse. Dans la mesure où, et vous avez vu la pression que nous subissons à l'Est, c'était pour que Gomatom ait accentué les chantages et obligé Fathi, Kinshasa, à négocier. Dieu merci, ça n'a pas marché. En tout cas, les patriotes au Azalendo, que nous saluons en passant, font du bon boulot. Et surtout, nos forces armées sont montées en puissance. On a déjoué des corruptions terribles, des millions de dollars qui ont circulé par là. Donc, sur ce point-là, côté financier, ne vous en faites pas. Et qu'on les veuille ou non, nous avons quand même un excellent ministre des Finances qui est en train de tenir la bourse. Et nous osons croire que les choses vont marcher. Et si vous suivez mon regard, Kadima ne s'en plaint plus. Ils sont en contact direct et l'argent sort comme il se doit. Et s'il faut qu'on touche aux réserves d'échange, on les fera. Maintenant, venons-en en ce qui concerne la construction de la confiance. Il y a 2 piliers majeurs. Le premier, William, la CENI doit tout faire pour corriger les erreurs. J'ai suivi certains opposants, documents de la CENI en main, disant que voilà, il y a des contradictions des chiffres, des contradictions d'adresses des bureaux de vote. Je vous signale que chez moi à Kailo, tout un territoire a été oublié dans la cartographie. Ce qui est extrêmement grave. Alors, la CENI a un autre problème. Ce sont les cartes d'électeurs. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont des cartes d'électeurs illisibles. Même quand vous allez en banque, quand vous voulez transférer, on dit non, pas ça. Donc, la CENI doit tout faire, dans l'argent qu'elle est en train de recevoir, de tout faire pour qu'on puisse d'abord donner des cartes, parce que le taux de participation est un élément majeur. Pour quand bien même on peut avoir certains territoires qui ne vont pas participer à cause de l'insécurité, ça c'est je mets entre guillemets, mais si le taux de participation est très élevé, le quorum aura été largement atteint, ça va crédibiliser les élections. D'où la CENI doit tout faire pour donner à chaque électeur qui n'a plus de carte lisible les duplicata. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est, vous avez vu qu'au départ, Kadima n'inspirait pas confiance. Les calotins ont tiré à boulet rouge sur lui. Et quelques temps après, au regard du fait qu'il s'est imposé techniquement, ils sont allés vers lui. Ok, ça va, ça ne dérange plus. Maintenant, c'est l'audit. Maintenant, on a oublié l'audit. Et là, maintenant, nous sommes dans une phase où tout le monde, maintenant, veut comprendre si réellement on aura des élections, comment les choses vont se passer concrètement sur les terrains. Voilà pourquoi j'ai dit, au niveau de la CENI, de communiquer et de mieux communiquer. Ce que la CENI est en train de faire maintenant avec les candidats présidents de la République doit se faire aussi avec les députés, doit se faire à tous les niveaux et multiplier ces genres de communication en affichant, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un point de divergence. La loi dit il faut afficher les listes devant chaque bureau. La CENI dit on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire et ça sera coûteux et tout ça. Il faut que vous alliez là-bas, vous regardez dans les sites. Donc on met un dispositif informatique, vous checkez si votre nom est là. Mais même ça, il y a des gens, carte à la main, ils descendent, là où ils se sont fait enrôler, on regarde, mais ils ne trouvent pas son nom. Ça, la CENI doit corriger. Et le plus rapidement possible pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Mais je suis convaincu que de cette réunion qui vient de se tenir aujourd'hui, sortira également la charte de candidats, pour qu'ils puissent se considérer tous comme, d'abord sur le même pied d'égalité, en allant aux élections. J'ai beaucoup aimé la camaraderie de Fathi et Mafa. Il faut que les autres se considèrent comme tous, comme des coureurs qui sont... Il y a le point de départ, on siffle paf et tout le monde s'en va, et court. Mais il faut également qu'au niveau de la CENI, qu'on prenne toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions, pour que la transparence soit la règle d'or. S'il n'y a pas de transparence, s'il y a des doutes, s'il y a des zones d'ombre,
eh bien, il y aura des problèmes. Parce que, au moment où je vous parle, quand vous suivez les discours de certains opposants, ils préparent déjà la contestation. Or, nous voulons minimiser la contestation. Nous voulons voir cette fois-ci, en plus de la poignée de main entre Fathi et Kabila, hein, en 2001, en 2021, en 2019, excusez-moi, nous voulons que cette fois-ci, c'est lui qui va gagner, soit félicité par d'autres candidats. En disant, oh, je vous félicite. Donc, il constate lui-même, à partir de son état-major, il croise les chiffres et il dit, en tout cas, il a réussi. C'est lui qui est passé et non moi. Et non qu'il y ait des chiffres contradictoires. Et pour éviter ça, la CENI doit suivre les conseils que nous lui prodiguons sur ce plateau. Évidemment, nous approchons malheureusement de la fin de notre entretien. Une petite question reste en suspens et nous allons essayer de l'évacuer très rapidement dans les 5-10 minutes qui nous restent. C'est vrai que la campagne électorale va commencer. À l'américaine, hein? Oui, c'est vrai que des choses vont être... on va promettre beaucoup de choses. C'est vrai que les candidats vont déployer leur projet de société. Quels qu'ils soient ces projets, quel que soit le candidat, quelles sont selon vous les thématiques qui ne peuvent pas manquer dans une campagne comme celle-ci? Qu'est-ce qu'il faut absolument, en tout cas dans la phase historique où nous sommes aujourd'hui, quelles sont les urgences essentielles, les choses que les candidats auxquelles ils doivent faire attention quand ils veulent aller vers le peuple, pour que non seulement le pouvoir, ils vont l'obtenir, mais que le pays soit en harmonie avec sa propre croissance. Jérôme Sekan. Oui, écoutez, d'abord, j'ai dit tout à l'heure que les élections, la campagne sera à l'américaine. C'est vrai. Il y a des candidats qui ont déjà budgétisé plus d'$1 milliard pour le faire. Et $1 milliard? $1 milliard. Non. Vous allez le voir. Je savais que vous alliez tiquer. Et vous allez le voir, la campagne se fera à l'américaine. Et c'est là où vous comprendrez que ça se fera à l'américaine. Il y aura même des avions. Il y aura beaucoup de choses, vous allez le voir. Il y a des véhicules, des choses qu'on n'a jamais vécues en République démocratique du Congo pendant la campagne électorale. Je suis avec vous, je prends les téléspectateurs à témoin, vous allez le voir. Ça commence bientôt. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème ici, c'est qu'il faut convaincre l'électorat. Et vous posez la question, quelles sont les thématiques? Au numéro 1, la sécurité. Tout candidat qui voudra bien obtenir les voix, l'électorat, devra convaincre en démontrant par A plus B comment il va terminer la crise à l'Est. Et sécuriser. La sécurité passe au premier plan. Donc chacun doit se préparer sur cette thématique-là. Deuxièmement, le social. Les gens sont tellement paupérisés, les gens sont en difficulté, et c'est ça qui fait que les politiciens ont réduit certains de nos compatriotes vraiment ridicules, parce que les gens se comportent comme des mendiants. Parce que, il n'y a pas de l'emploi. Nous avons un taux de chômage de la population active qui est au-delà de 95%. C'est anormal. Donc, maintenant, ça devient des opportunités de survie. Quand un politicien débarque, il apporte pendant ces temps-là, on a un peu d'argent, on a un peu de t-shirts. Ça, il faut faire très attention. Les candidats qui voudra bien obtenir la voix des Congolais, donc les voix des Congolais pour être désigné président, doivent montrer comment il va résoudre les problèmes sociaux. Troisièmement, c'est l'économie. L'économie dans la mesure où les contrastes entre pays scandaleusement riches et pays riches et la pauvreté dérangent tout le monde. Et c'est ça qui fait que ceux qui nous regardent de l'extérieur disent « mais ces gens ne méritent pas ce pays-là ». Comment se fait-il qu'ils ont tous ces moyens-là et ils font ceci, cela? Donc il faut démontrer comment on va prendre les richesses du pays qui sont potentielles, les rendre réelles et en pièces sonnantes et trébuchantes et les mettre à la disposition de ce peuple-là pour que non seulement les produits intérieurs bruts par tête d'habitants évoluent, qu'on crée des millionnaires et qu'on crée de l'emploi. Ça, c'est très, très fondamental. Et enfin, il y a le problème de la cohésion. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Et il y a des tentatives, des gens, non, tel ne peut pas venir ici, là-bas. Et comme dans notre pays, les élections ont toujours été un peu tribales, hein, il faut faire très attention. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Il faut que les candidats qui voudraient bien obtenir des voix
puisse battre le pavé, puisse démontrer comment il va construire la cohésion. Cette cohésion que nous vivons aujourd'hui, nous la devons à Mobutu. On peut tout dire de Mobutu. Mais l'unité nationale, c'était lui. Tatabo, Moko. Mamabo, Moko. Ekolobo, Moko. C'était un slogan, mais qui avait derrière un contenu fort. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas de la balkanisation. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais sont fiers d'être ensemble et il faut gratter, il faut développer cette thématique-là pour avoir leur confiance. Marcel Ngoyi, la même question, et nous allons finir avec vous. Oui, les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est un mode qui a été choisi pour permettre à la démocratie de réguler, de respirer. Et donc, si aujourd'hui vous avez tel mandataire, telle personne qui dirige, un groupe qui dirige, il faut que plus tard, ça soit une autre. Donc, de manière cyclique. Donc, il ne faut pas profiter des élections pour se promettre l'enfer ou l'eschatologie du grand soir. Il ne faut pas profiter des moments des élections pour aujourd'hui entraîner le pays sur des voies vers un précipice. Et donc, les élections ne doivent pas être une occasion non plus pour prêcher l'apocalypse ou la fin du monde. Nous pensons qu'il y aura une campagne. Elle peut prendre toutes les proportions qu'elle peut. Ce qui est important est qu'au-delà du 20, qu'on ait des résultats et qu'un jour, qu'il y ait un nouveau président, si c'est celui qui est là, qui l'emporte, tant mieux. Si ce n'est pas lui, que celui qui aura gagné, mais qu'il y ait traçabilité, qu'on sache déterminer qui a gagné où, avec combien de voix, dans quelles circonstances, que la CENI soit capable, le moment venu, de présenter, même sur le plan informatique, présenter des chiffres qui sont fiables. Parce qu'en fait, les élections qu'on cherche doivent être des élections justes, transparentes et démocratiques, qui permettent à tout le monde de pouvoir s'assurer que ce qui a été fait, c'est effectivement pour trancher une fois pour toutes et que le souverain s'est exprimé. Je considère que la République démocratique du Congo, c'est l'espace dans lequel fils et filles de ce pays doivent exprimer leur talent et que ce pays n'est pas à brûler, comme l'avait si bien dit mon confrère. Donc, il y a moyen de préserver le pays au-delà des élections du 20 décembre. Donc, pour moi, la République doit continuer à vivre. Ceux qui vont gagner, qu'ils l'emportent et qu'ils dirigent. Alors, quelles sont les thématiques? Les thématiques sont plurielles. Comment conjurer la crise? Mettre fin à l'extraversion de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui est sous bonbonne, qui vit sous oxygène. Il faut absolument dépendre des appuis budgétaires, de ce qu'on peut faire de l'extérieur. Nous avons aujourd'hui des dépenses qu'on peut qualifier de dépenses biscornues. On dépense par à-coup. On fait une gestion épicière de la République. C'est par le problème des circonstances. Une République qui passe du temps à enterrer ses fils. Et tous les jours, moi je pense qu'il faut absolument une politique sociale qui puisse prendre en compte la situation, la misère que traverse le Congolais. Je crois qu'à mon corps défendant, tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas un candidat qui va venir avec des solutions miracles. Nous avons besoin d'un candidat qui peut mettre la République au travail. Ce qui fait qu'il faut relancer la production, qu'elle soit minière, forestière, agricole, qu'elle soit toute sorte de production, qu'on puisse faire en sorte que le Congolais retrouve le goût du sourire, qu'il puisse aujourd'hui se remettre au travail et que chacun dépende de ce qu'on a. Alors à ce moment-là, il faut régler le problème de la répartition équitable et équilibrée du revenu national. Il faut essayer de remettre l'orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques. Et là, il y a des lois qui existent, il y a des normes qui sont préétablies. Notre pays a adhéré à l'OADA, notre pays a aidé à beaucoup d'espaces. On va jusqu'aujourd'hui parler de la ZLECAF. Nous allons dans des espaces d'échange, mais qu'est-ce que nous y amenons? Est-ce que nous y amenons quoi? Nous produisions du café, on produisait du diamant industriel, on produisait autrefois du diamant de joaillerie. Nous avions beaucoup d'éléments que nous pouvions. Nous avons en face de nous un pays voisin qui nous agresse. Et il y a des usines de transformation des minéraux qui ne sont pas sous son sol. Comment régler ces problèmes-là? Celui qui... Ils n'ont plus de matières premières. Hein? Oui, ils n'ont pas de matières premières. Comment faire en sorte que celui qui vient, soit celui qui peut nous aider à renverser les tendances? Comment remettre le pays dans le Conseil des Nations et que ce pays ne soit pas un pays qui se présente pour commander, et cette politique la main tendue, non, qu'un pays qui présente des cahiers de charges, qui présente ces vrais problèmes pour que, en tant que partenaire, que nous puissions effectivement construire le partenariat gagnant-gagnant et que le pays retrouve sa dignité et qu'il discute en termes de pays qui est d'égal à égal. Merci beaucoup, les amis. Merci. Vous avez tous suivi, amis téléspectateurs, que
Les élections qui viennent doivent être qualitativement meilleures que celles passées. Le peuple, comme disait Jérôme Sekana, est ouvert à tous les défis et le peuple est conscient. Je peux dire que la culture politique et les exigences de notre peuple sont en augmentation. La misère n'a pas empêché les gens de réfléchir. Ne venez pas pensant que vous pouvez obtenir tout sans projet. Nous sommes tous responsables de ce que va devenir ce pays. Nous devons donc construire une culture de progrès. Et je crois que les deux amis l'ont bien dit. Et c'est parce que ce progrès est consubstantiel à la nature humaine que nous pouvons donner même notre vie pour que les autres puissent vivre. Et aujourd'hui, nous avons célébré une vie, celle de José Nawej, qui s'est donné, et pour ceux qui ne le savent pas, chaque jour, lui, il travaillait, il écrivait ses mots, il écrivait parce qu'il se disait qu'il avait un filon en lui, qu'il devait l'exploiter pour que demain, le pays se construise sur les valeurs. Aujourd'hui, il nous a quittés, mais il est toujours avec nous. Et pour pouvoir faire hommage à une telle personnalité, nous devons donc incarner les valeurs qui étaient les siennes. C'est donc avec énormément de douleurs, de séparation, mais en même temps une joie, une profonde joie, et un sentiment de gratitude d'avoir vécu, d'avoir rencontré un tel personnage. Nous voulons donc célébrer la vie de José Nawej. Nous la célébrons au travers des valeurs qui furent les siennes. Nous la célébrons parce que nous estimons qu'il n'a pas vécu en vain. Il n'a peut-être pas vécu trop longtemps sur cette terre, mais chaque minute de sa vie, chaque heure de sa vie ont été remplies de son humanité. Nous disons donc au revoir, chers amis, que le chemin que vous avez emprunté soit un chemin de lumière et que de là où vous êtes, continuez donc à protéger cette nation pour laquelle vous étiez prêts à tous les sacrifices. Merci à Jérôme Sekana, merci à Marcel Ngoï, merci surtout aux dirigeants de cette chaîne Zoom Eco qui nous ont accueillis dans ces beaux cadres. Nous les félicitons parce que notre présence ici, c'est aussi notre bénédiction pour que l'œuvre d'entre les mains des Congolais aille de l'avant. Zoom Eco devra donc aller de l'avant et ils nous ont prêté ces cadres pour lesquels nous sommes reconnaissants. Mesdames et messieurs, en remerciant encore toute l'équipe qui nous ont accompagnés ce soir, l'ingénieur Jean Blaise et toute son équipe, nous vous encourageons d'aller de l'avant. Il est possible dans ce pays de faire des choses belles, grandes, mais dans toute la modestie. Au revoir et à la prochaine.